Le médecin est seul juge de décider, de mettre une période, si vous voulez, intermédiaire où ces directives anticipées ne sont pas respectées. Mais en tout cas, le patient est au centre et c'est lui qui décide. Je crois que c'est surtout la liberté. Il y a une liberté de patient de choisir la manière dont il veut finir sa vie et surtout la manière dont il choisit de mourir dans la dignité. Alors, que disent ces directives anticipées? C'est qu'elles permettent de refuser l'acharnement thérapeutique, refuser les soins déraisonnables et surtout choisir la manière de ne plus être traité d'une manière ou d'une autre, de refuser même certaines investigations. Et ça, c'est important. La deuxième phase, c'est la sédation profonde. Cette sédation profonde, c'est la toute ambiguïté. Est-ce qu'on fait déjà un premier point, si vous voulez bien? Je reviendrai bientôt autour de la sédation. Je voudrais, Claire Soher, par rapport à ce que vous nous avez raconté, est-ce que ce que vient de dire le docteur René Dahan vous paraît aller dans la bonne direction? Et est-ce que vous considérez que ce que cette personne que vous avez accompagnée a vécu est lié plus à une insuffisance de la loi ou à une insuffisance d'application de la loi? Non, c'est une insuffisance d'écoute du corps médical et puis d'écoute, c'est tout. Est-ce que, Claire Chauffour-Wader, par rapport à ces directives anticipées, par rapport peut-être à ce que nous a raconté Claire Soher, et puis par rapport à ces directives anticipées contraignantes désormais, je vais vous passer mon micro parce que celui du bruit. Quel est votre point de vue? Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité des soins palliatifs à l'hôpital Joseph Duclin. C'est difficile d'avoir un point de vue sur ce qui arrivera peut-être. C'est vrai que vous avez indiqué que la loi a été adoptée par le Parlement, elle est partie au Sénat. Je ne sais pas très bien quand est-ce qu'elle sera... C'est moi qui fais ça? Et donc c'est un peu compliqué de parler de ce qui pourrait arriver. Si on parle déjà de ce qui se passe, on va dire, je rejoins globalement ce qui a été dit, peu de choses de ce qui existe dans la loi Leonetti 2005, c'est-à-dire ça va faire 10 ans, peu de choses sont appliquées, peu de choses sont connues. Quand on demande aux soignants qu'est-ce que vous connaissez des directives anticipées, etc., les gens disent pas qu'est-ce mais pas loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui une façon de régler le problème qui peut être purement administrative, où on est censé avoir donné l'information aux patients qu'ils avaient la possibilité de rédiger des directives anticipées. Et puis c'en est une autre que d'accompagner les gens pour leur expliquer vraiment ce que ça signifie, en quoi ça peut leur être utile, en quoi ça peut avoir des incidences, une incidence déterminante sur la manière dont ils seront traités, etc. Donc il y a un énorme travail pédagogique à faire, d'information déjà auprès des soignants, pédagogique auprès des intéressés que nous sommes, parce que, enfin potentiellement, moi si on me demande aujourd'hui d'écrire mes directives anticipées, ce que je devrais faire si j'étais raisonnable, parce que je n'ai pas y échappé et je ne connais pas l'heure. Donc si j'étais raisonnable, je me dirais aujourd'hui, ne sachant pas ce qui va se passer pour moi dans mon avenir, je devrais rédiger mes directives anticipées. Je suis extrêmement en peine de savoir ce que je mettrai dedans. Alors même que c'est votre quotidien et que en permanence vous accompagnez des personnes. Vous aimez bien, vous, comme médecin, avoir des directives anticipées ou pas? Alors je crois que le point de vue qui est le nôtre est un peu biaisé par l'environnement dans lequel on travaille. C'est-à-dire qu'on aurait, nous, des conditions de travail qui permettent justement ce que Claire Soher a indiqué là comme très critique, c'est-à-dire le manque de relations, peut-être le problème de confiance. Bon, sauf que quand même, vous savez, les histoires elles sont toujours singulières et quand vous évoquez justement que c'est une patiente qui a des antécédents de psychopathologie, alors ça, on est dans un autre énorme pan de la médecine et de la vulnérabilité de patients qui ont des pathologies psychiatriques, qui sont mal prises en compte, qui sont mal traitées, avec des défauts de communication entre les intervenants de la médecine somatique et de la médecine psychiatrique. Bon, donc ça soulève énormément de questions qui vont, à mon avis, bien au-delà des directives anticipées. Mais vous évoquez la question de la confiance et la question du dialogue. Nous, c'est au cœur de notre métier, je dirais que les soins palliatifs, ça s'appuie là-dessus, ça s'appuie sur on réinjecte de la relation tout le temps. Donc les directives anticipées, je veux dire, on n'en a pas forcément besoin.
Parce qu'on est en permanent dialogue. Les choses deviennent plus compliquées quand les patients ne sont plus en mesure de s'exprimer. Et c'est peut-être là que les directives anticipées vont servir, vont baliser un petit peu la réflexion et les échanges entre les différents intervenants. Et le fait qu'elle soit contraignante, vous le recevez comment? Pas très bien, là, dans l'absolu, la contrainte, c'est jamais une bonne chose. Je crois que Agnès a évoqué la complexité de la médecine, les progrès. La question, c'est effectivement, qu'est-ce que la médecine peut assumer aujourd'hui, au stade où elle en est de son développement, de tout ce qu'elle génère aussi comme difficulté pour les patients, c'est-à-dire plus de délabrement, plus d'insuffisance d'organes, on va de plus en plus loin, etc. Donc, la contrainte, à mon sens, n'est pas une bonne chose. Mais est-ce que ça ne signifie pas juste que nous devons, là, le corps médical, dans son ensemble, écouter les gens, juste les écouter? Et moi, je crois que la contrainte, elle devrait être là. Quand un patient vous dit quelque chose, quand un patient vous dit mais ça, je ne comprends pas, ou je n'en veux pas, ou ça n'a pas de sens, eh bien, écoutons-le, essayons de savoir justement comment on peut l'aider, soit effectivement à assumer totalement sa décision, soit à lui expliquer que on pense, nous, que, etc. Il y a une foncière dissymétrie, évidemment, entre le patient et le soignant. Le soignant est censé savoir, mais Agnès aussi l'indiquait, la médecine est pleine d'incertitudes, Agnès, peut-être que vous reviendrez tout à l'heure sur les directives anticipées. Est-ce que vous pouvez nous présenter la sédation, Dr. Bonella? Alors, la sédation profonde apparaissait déjà dans la loi de 2005. Mais dans la loi de Leonetti, la dernière loi, il est précisé que cette sédation doit être profonde, intermittente, voire continue, et aboutir jusqu'à la mort. Il ne s'agit pas de donner la mort, parce que les médecins n'ont pas le droit de donner la mort, nous ne sommes pas là pour ça, ce n'est pas notre rôle. Mais il faut quand même préciser qu'il y a une ambiguïté absolue. Ça veut dire qu'on doit, ce que dit M. Leonetti, aider les gens à dormir pour mourir. Donc on se rend bien compte qu'il y a une ambiguïté absolue et que ça laisse la porte ouverte à des débats, j'imagine, extrêmement houleux dans le futur, parce que cela, c'est un peu... il faut dire qu'on a fait cette loi, pourquoi? Parce que, je ne veux pas politiser le débat, mais c'était une des avancées, des promesses du candidat Hollande en 2012, qui laissait entendre qu'il fallait accompagner les gens dans la mort jusqu'à dans la dignité. Mais il laissait entendre finalement que c'était presque, je dis bien presque, c'est l'interprétation qu'en font tous les intellectuels, presque la porte ouverte à l'euthanasie, au suicide assisté. Il y a eu un recul parce que c'est un sujet sensible, un sujet sociétal, un sujet clivant, et que les Français ne sont pas prêts encore à aborder ce sujet. Moi je voudrais donner un exemple quand même, parce que, pour ouvrir le débat, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 4 États, dont le Vermont et l'État de Washington, où le suicide assisté existe et légalisé depuis une trentaine d'années. Les malades reçoivent les produits lithiques létaux par la poste. Je voudrais vous dire que 50% des malades ne le prennent pas, ce produit. Est-ce que vous avez parlé... Non, gardez le micro si vous le voulez bien. Vous avez parlé d'ambivalence et vous avez dit « je crains des débats houleux ». Est-ce que, de votre point de vue, il y a une question de formulation, de clarification? Est-ce qu'on n'a pas apporté suffisamment de cadres, éventuellement des consignes de bonne pratique, comme ça a été fait pour la loi Leonetti de 2005? Ou est-ce que c'est le principe même de cette sédation continue jusqu'à la mort qui vous paraît ambivalent? Je crois que c'est le principe en lui-même, parce que Mme Chauffour et Mme Suc doivent le savoir mieux que moi. C'est déjà pratiquement réalisé dans les services. Lorsque les gens souffrent, lorsqu'ils sont dans une souffrance absolue, lorsqu'ils sont dans un désespoir psychologique, on sait pertinemment qu'à partir du moment où on utilise certaines substances pour aider les gens à dormir, on sait pertinemment qu'à un certain niveau de dosage, ça peut aller jusqu'au décès. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, parce qu'on ne veut pas heurter, qu'il y a un conflit sociétal avec d'une part une approche purement religieuse, et d'autre part, je voudrais dire, c'est un mot un peu brutal, une approche un peu technique de la mort. Je crois qu'au-delà de tout, il y a la vie, et je crois que jusqu'au bout, personne ne peut dire quel est l'élément ultime de la vie.
Agnès Suc, peut-être que par rapport à votre accompagnement des enfants, comment vous recevez cette loi Claes-Leonetti? Alors moi je tiens, enfin en tout cas pour le vivre assez régulièrement, je peux vous dire que la sédation profonde et continue pour des parents à partir du moment où l'enfant n'a plus de communication et où ils n'ont plus de possibilité de communication avec eux, c'est juste totalement inimaginable. C'est-à-dire que autant bon, la période de deuil, la période de l'agonie, à un moment donné on voit qu'il y a un certain temps qui peut être utile parce qu'il y a de la communication, il y a des choses qui ont besoin d'être dites entre l'enfant, la famille, comme ça, mais au-delà d'un certain moment, ça devient juste parfaitement insoutenable pour des parents d'accompagner un enfant qui, même s'il est calme et sédaté, n'a plus aucun moyen de communication et ne peut plus du tout communiquer avec eux. Donc ça reste en tout cas pour nous parmi les interrogations. Je ne sais pas du tout en pratique comment les choses vont pouvoir s'imaginer parce que pour des parents c'est parfaitement insupportable. Ce d'autant que les enfants que l'on soigne sont en général, alors ceux que l'on soigne pour une pathologie, à l'inverse des adultes, les enfants n'ont pas de comorbidité, ils ont des cœurs qui marchent très bien, ils ont des reins qui marchent très bien, et donc la situation peut durer très 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 longtemps. Et par expérience, il y a eu notamment, alors le gros problème qui se pose pour nous, en tout cas les pédiatres, c'est la question autour de la réanimation néonatale. Il y a eu des tentatives, notamment dans des secteurs de réanimation néonatale, quand on fait des diagnostics de lésions cérébrales irréversibles chez des enfants, il y a des équipes qui ont tenté d'arrêter l'alimentation et l'hydratation des nouveau-nés et d'attendre en considérant que l'alimentation et l'hydratation pouvaient être considérées comme des soins déraisonnables et attendre donc ces équipes arrêtent l'alimentation et l'hydratation et attendent simplement que le nouveau-né décède de lui-même. Par expérience, ils se sont aperçus que ça peut durer très longtemps, ça peut durer 3 semaines, 1 mois. Et le vécu des parents était absolument catastrophique de ces périodes-là. C'est-à-dire que c'est déjà difficile de voir un enfant partir, mais en plus, quand ça dure comme ça, c'est totalement insupportable. Ça, c'est la première question. Donc, on ne sait pas effectivement cette sédation profonde et continue, comment elle va pouvoir se passer. Ma deuxième interrogation et notre interrogation en tant que pédiatre, c'est les directives anticipées opposables. Alors, on ne sait pas du tout pour la pédiatrie comment ça va se passer. Moi, je vois en permanence des parents qui me demandent de tout faire, y compris des choses parfaitement déraisonnables, parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant décède. Ou à l'inverse, je vois aussi des parents à longueur de journée qui me disent, à partir du moment où vous savez que vous ne guérirez pas cet enfant, maintenant il faut que ça s'arrête, on ne peut pas le supporter, on ne peut pas le voir se dégrader, il faut que ça s'arrête. Et moi, personnellement, en tant que médecin, je ne me sens pas contrainte ni par l'un ni par l'autre. J'entends ses parents et puis on prend ensuite les décisions ensemble. Mais ce n'est pas la contrainte légale qui va me faire changer, en tout cas ma façon de pratiquer. Finalement, vous êtes en train de dire, semble-t-il, que ce qui a été présenté aussi comme une avancée, les lois Claes-Leonetti, ne résoudra pas toutes les questions et en posera d'autres. Est-ce que je vous ai bien compris, Claire Chauffour-Adair? J'ai entendu dans ce que vous venez de dire, M. Véran exprime l'ambivalence de la loi, bon, peut-être on pourrait dire peut-être ambiguïté, avec quelque chose qui existe déjà dans la loi Leonetti, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser une sédation en cas de souffrance réfractaire, et en cas de détresse vitale en fait. Donc les produits, vous évoquez le versant technique, les produits sont connus et la mise en acte est également réalisée, pas très souvent, mais enfin voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est quand, à mon sens, quand les patients vont arriver, ce qui a déjà été le cas, en disant on veut une sédation, c'est-à-dire ils arrivent dans le service avec la valise en disant on vient pour avoir la sédation, on y a droit. Alors là, on en reparlera parce que ça c'est extrêmement conflictuel sur le plan de ce que sont nos valeurs par rapport à l'accompagnement et sur le fait, comme on l'évoquait tout à l'heure, que c'est essentiellement basé sur la relation et que si on a un patient qui vient nous dire ben là je viens, bonjour, pour que vous m'endormiez, là on n'a pas l'impression de faire notre travail. Néanmoins, il y a effectivement des situations où, après avoir tout mis en œuvre, il arrive qu'on mette en place
une sédation qui est une sédation généralement réversible, enfin pas généralement, qui est une sédation réversible et qui permet de faire passer un cap au patient. Mais donc vous évoquiez la question de l'ambiguïté de la loi, et puis moi j'évoquerai aussi en parallèle la question de l'ambivalence, en revenant aussi sur ce que vous dites dans les pays où il y a une légalisation de l'aide à mourir, des gens qui auraient pu demander ça, et puis qui finalement, sachant que d'une certaine façon, ils peuvent le faire, ne le font pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est fabriqué comme ça, parce que notre tête est fabriquée comme ça. On peut vouloir une chose, exprimer un désir, exprimer une volonté, avoir un autre désir qui peut être fluctuant, parce qu'on n'est pas programmé comme des robots. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se passer avec notre environnement, en fonction des interactions, on va pouvoir avoir des désirs différents en fonction des moments. L'idée d'une sédation continue jusqu'au décès est probablement une pente un petit peu glissante. Parce que moi je pense que les questions sont bonnes. Incontestablement, il y a quand même beaucoup de Français qui témoignent du fait qu'ils ont connu des membres de leur famille mal accompagnés, mal calmés, qui sont décédés dans des conditions, franchement, vous évoquez les progrès de la médecine, mais qui ne font pas honneur, entre guillemets, à ces fameux progrès. Donc, les questions sont bonnes, les réalités sont incontestables, ce qui se passe se passe. Je crois que ce sont les réponses qui sont plus discutables. Je voudrais justement qu'on aborde l'entourage et la famille. Vous avez parlé comme soignant, vous avez parlé pour le malade. Il a un entourage et on le lui souhaite. Ces questions justement de personnes de confiance, ces questions de directives anticipées, ces questions de sédation, de votre point de vue, comment ça touche, comment ça impacte l'entourage? Est-ce que c'est quelque chose qui va faciliter l'accompagnement et le maintien en relation, puisque c'est l'objectif? Est-ce que ça va compliquer? Est-ce que ça dépend des situations? Qu'est-ce que vous pouvez... Docteur Dahan, vous voulez répondre? Oui, je crois que l'information est nécessaire, je dirais même indispensable, peut-être même obligatoire, parce que ça lèverait beaucoup d'ambiguïté et ça permettrait surtout aux gens d'être confrontés à la réalité de la problématique de la période ultime et surtout les limites de la médecine. Je crois qu'il y a le vieux mythe de la vie éternelle, il y a des high-tech qui travaillent là-dessus et je crois que ça remet en cause un peu toutes ces mission de fin de vie, de soins palliatifs. Bon, c'est une autre histoire. Mais il y a des recherches aux États-Unis dans ce domaine. Mais en ce qui concerne les patients, je crois que ça les met face à leurs responsabilités. Et surtout, ça permet aux médecins de pouvoir prendre des décisions qui sont conformes aux désirs du patient. Et ça, c'est fondamental. Il ne faut pas non plus que les directives anticipées soient une obligation pour le médecin, parce que lorsqu'on écrit ces directives, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, on ne sait pas du tout comment il va être confronté soi-même face à la limite de sa propre vie, et très souvent on est surpris par l'attitude des patients qui court-circuitent ces directives anticipées en ne voulant plus les évoquer. Il faut laisser la possibilité aux gens de revenir sur ces directives anticipées, d'autant plus que la loi Leonetti va permettre d'inscrire dans la carte vitale les directives anticipées. Ça va être un gros problème et je crois que ça va gêner l'action des médecins et ça va permettre aux associations d'interférer avec le rôle de la médecine. Donc en fait, vous n'êtes pas pour la contrainte des directives anticipées, qu'elles soient contraignantes. Alors il faut savoir, quand c'était pas contraignant, on a reproché à la loi Leonetti de ne pas être suffisamment contraignante et de laisser les médecins d'avoir une latitude suffisante pour décider. Et là maintenant, il faut qu'elle soit contraignante, bien que le médecin puisse en dernier recours se servir d'une collégialité pour pouvoir remettre en cause ces directives anticipées. Mais il faut l'accord de 3 médecins pour pouvoir décider qu'en fait, ces directives anticipées ne correspondent pas à la situation réelle du patient au moment où le problème se pose vis-à-vis de la famille. Et ça, vous en pensez quoi? Je crois que ça complique les choses. Je pense que Mme Chauffour va peut-être dire la même chose. Il faut respecter les gens, il faut respecter leur liberté de choix, mais il faut aussi rester vigilant et ne pas rentrer dans une source de course effrénée à la médicalisation absolue de la fin de la vie.
En fait, je pensais tellement de choses avec ce que vous venez de dire que c'est compliqué de mettre dans l'ordre. À propos de contraintes, moi je pense que la seule contrainte qui devrait exister, c'est le dialogue. Une fois de plus, c'est de dire, parce que prenez du temps, mais c'est ça qui est coûteux, c'est de prendre du temps. Et aujourd'hui, l'organisation fait que tout le monde court après le temps. Donc moi je dirais la contrainte, c'est le dialogue. Ensuite, effectivement, dans l'anticipation, il y a un peu d'idéal, un peu d'illusion que en écrivant les choses, en les gravant dans le marbre, enfin, sans jeu de mots là, ça va être ça va être la solution. Et ça reste une épreuve de... Il y a une chose qui est penser et une autre qui est vivre. Et puis, effectivement, vous évoquiez le fait qu'on peut être surpris. Mais on a vu combien de gens arriver sur l'unité en disant, de famille, en disant, on vous prévient, il a rédigé son intention de ne pas subir ceci, de ne pas subir cela, et le moment venu d'avoir la piqûre. Et puis au fur et à mesure de l'accompagnement des familles qui finissaient par dire mais merci de nous avoir permis de ne pas avoir hâté les choses et de nous avoir permis de vivre des moments qui ont été des moments extrêmement précieux pour continuer et qu'on n'aurait pas imaginé. Et combien de patients ont entendu dire aussi ça, avant j'aurais dit je ne le supporterai pas. Et maintenant que j'y suis, c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé le supporter, et bien maintenant que j'y suis, je le supporte. Pourquoi? Parce que nous sommes des animaux adaptables. Et que donc l'adaptation fait partie effectivement de notre survie possible, mais qu'il faut avoir des moyens de s'adapter. Et une fois de plus, si on souffre par exemple physiquement, c'est impossible. C'est impossible. La douleur est dans la vie, elle envahit tout et elle empêche tout processus de pensée et d'adaptation. Voilà. Donc moi je trouve que la seule contrainte, ça devrait être ça, dans la formation, de dire former les gens à la relation, au dialogue, à l'écoute. Et puis il faut bien se connaître soi-même aussi. Je crois que c'est pas évident de se connaître et de savoir comment on réagit en face de l'autre, de savoir pourquoi on fait ce métier, de savoir qu'est-ce qui nous met mal à l'aise, de savoir ce qui est possible, quelles sont nos limites à nous. Enfin, ça soulève énormément de questions, plus qu'une simple réponse technique. Allez-y, écrivez ça, on va mettre ça dans la carte vitale, et puis 30 ans après, on ressort le papier, la médecine a évolué, le patient n'est plus du tout dans le même contexte. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vincent Grégoire Delory. Une chose que je trouve tout à fait intéressante, c'est que ça s'appelle d'ailleurs accompagner la fin de vie. C'est pas si évident que ça, je trouve. Nous avons chacun un corps qui est vivant. Ce corps vivant, bon, mais sur le côté de la tuyauterie, bon, on se vaut presque, hein, ça peut se filer les reins, le sang, etc. Ça c'est le corps, il est vivant. Une femme qui accouche, on dit qu'elle a donné la vie, on ne dira pas qu'elle a donné le vivant. Si je commence à dire à quelqu'un, tiens, vous avez donné le vivant, on va dire c'est très, très discourtois. Alors, il y a une petite différence entre la vie et le vivant. Cher monsieur, vous avez parlé de point ultime de la vie, c'est tout à fait intéressant comme formulation. La vie et le vivant. Pourquoi ne dirions-nous pas accompagner la fin de vivant? Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, chère madame, il est une chose de penser qu'une chose de vivre. Mais vivre comment? Parce que je pense ou vivre parce que je vis? Et les deux sont la vie de l'esprit, la vie de l'âme, la vie du corps. Et le tout, évidemment, c'est un peu compliqué parce que, en gros, je dirais que le vivant, c'est ce qui me porte. Et si je dis mon nom et mon prénom, eh ben ça y est, je suis unique. Mon nom et mon prénom, c'est mes qualités et mes défauts. C'est ce qui fait que je suis tout seul et qui suis complètement irréductible à qui que ce soit. Et ainsi, la vie, c'est pas le vivant. Mais la vie rentre dans le vivant. Et donc, moi, je suis anxieux, et bien, je vais de temps en temps avoir des cheveux blancs un peu plus vite que les autres. Donc, évidemment, mon caractère, finalement, qui fait que je choisis ce que je ne choisis pas, comme dit Xavier Thévenot, eh bien, mon caractère va me pousser à vivre différemment et à pousser à mon corps à vivre différemment. Donc, finalement, peut-être que ce point ultime de la vie, il serait peut-être bon de temps en temps de souligner qu'il ne s'agit pas d'accompagner la fin de la vie, mais la fin du vivant. Car le point ultime de la vie, c'est peut-être qu'elle continue. Et ça, je pense que dans notre anthropologie chrétienne, corps, âme, esprit, chère à Irénée de Lyon, eh bien oui, là, il y a quelque chose de beau peut-être. Oui, le corps va mourir. Le corps s'en va, le corps ne fonctionnera plus. Encore que la mort, c'est quoi? C'est une information? C'est quoi la mort? Quand je meurs, est-ce que tout n'est pas nécessairement mort? Une plante que vous coupez, est-ce que quand vous la coupez, elle est morte? Non, elle n'a pas envie. Il y a une information qui dit qu'il faut détruire la cellulose. Il
Il n'y a plus de sève, c'est fini. Puis il y a une autre information, une contre-information biochimique qui dit si, on va continuer, on fait des rhizomes, on va continuer à pousser. Si, c'est pas vrai, on continue. Finalement, vie, mort, tout ça, c'est peut-être pas ça qui compte. Est-ce qu'on ne pourrait pas dépasser cette apparente contradiction? Et je crois que je ne veux pas avoir l'air de jouer sur les mots là devant vous ce soir, ce serait un petit peu absurde, surtout devant les témoignages dont vous me parlez. Mais effectivement, est-ce que la loi fait la différence entre la vie et le vivant? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que du coup, si je confonds vie et vivant, alors je fais en sorte que la loi prévoit tout, mais la loi ne prévoit pas tout. Et comme vous le dites, on peut changer d'avis. J'ai le droit d'être erratique. C'est un droit que je me donne. J'ai le droit d'être complètement différent du jour au lendemain. Voilà. Donc ça, j'ai le droit. Mais alors du coup, est-ce que j'ai le droit de disposer de mon corps? Si je ne puis pas disposer de ma vie parce que je ne sais pas ce qu'elle est, finalement, comment disposerais-je de ce point ultime dont vous parlez, cher monsieur? Mais est-ce que je peux du coup disposer du vivant? Ah, ça c'est encore une autre question. Si oui, jusqu'où? Mon corps doit-il être considéré comme strictement indisponible ou pas? Ai-je un droit d'usage? Ou est-ce que j'ai une pleine entière possession de mon corps? Comme un petit peu, c'est ce qui se passe actuellement. On a de plus en plus de lois qui disent, mais finalement, le corps entend à le rendre de plus en plus disponible. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que cette disponibilité doit-elle rentrer en jeu dans notre nouveau corpus juridique? Doit-on considérer qu'il existe des finalités à l'existence de ce corps ou pas? Suis-je une mécanique ou suis-je autre chose? Et les deux. Mécanique et les deux, autre chose. Je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant, je dirais, sur le plan de la réflexion, dans l'épaisseur du concept de vie et de vivant. Alors, je sais que le mot accompagner la fin de vie, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus parlant que de dire accompagner la fin de vivant, qui fait un petit peu tuyauterie et chimie, je dirais. Et quand même. Pierre Sauer, est-ce que vous attendez quelque chose de cette nouvelle loi? Moi, il me paraît, comme les autres personnes qui se sont exprimées, un petit peu dangereuse. Et contrairement à Claire, j'ai rédigé mes directives anticipées et j'ai demandé, en cas de nécessité, d'aller dans un centre de soins palliatifs identifié. Mais j'avoue qu'avec cette nouvelle loi, je me repose la question, sérieusement, de savoir si... j'ai pas envie qu'on me vole ma mort. Donc pour moi, jusqu'à présent, si les circonstances faisaient que j'avais besoin d'être accompagnée par des gens compétents, j'étais sécurisée de savoir que ça allait se passer de cette manière-là. Qu'il ne s'acharnerait pas, qu'il ne me ferait pas partir sans que je le sache. Là, maintenant, je me pose la question. Je voudrais amener 3 réflexions qui sont intéressantes à analyser. Est-ce qu'on se réapproprie sa vie ou sa mort? Je crois que le problème se pose. Deuxièmement, je voudrais dire que mon expérience de médecin, on n'est pas 30 ans, est-ce qu'il n'y a pas... Je constate souvent un acharnement à vivre parmi les personnes très très âgées. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui me frappe, qui est troublant même. Et troisièmement, je constate que les gens qui sont dans une immense souffrance, une détresse physique, psychologique, à partir du moment où on arrive à les soulager, et la médecine y arrive de plus en plus, ils retrouvent le désir, ils retrouvent la joie de vivre. Donc ça, je pense que ça mérite réflexion. Je voudrais juste que vous expliquiez, vous avez parlé de se réapproprier sa vie ou sa mort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que les gens ont l'impression finalement qu'on leur vole, ce qu'a dit Madame Sauer, leur propre vie, et qu'on décide pour eux. C'est-à-dire que